en fait, très vite, en commençant dans le monde corporate, je me suis vite rendu compte, j'ai assez vite déchanté en fait. Le déclic est venu assez rapidement où je me suis dit, ok, en fait, ça, c'est pas fait pour moi. Je savais pas encore spécialement que j'allais monter ma boîte, mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai su qu'il y avait autre chose à faire. Bonjour Iris et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs inspirants. Bonjour. Donc, comme tu le sais ou tu ne le sais peut-être pas, ce podcast nous avons la chance d'avoir 2 partenaires sponsors sur le podcast. Donc Interphone qui est l'opérateur télécom dédié aux entreprises et YouMovie qui est le spécialiste en stratégie vidéo. Aujourd'hui, nous avons la chance de te recevoir, Iris Reichardt, fondatrice de Breeze. Donc bienvenue. Et première question, une question facile pour commencer. Qui es-tu, Iris ? Donc la version longue ou la version courte avec tout mon parcours ? La version courte, puisque ma question suivante, c'est un peu un zoom sur ton parcours. Donc. Ok, parfait. Donc moi, c'est Iris Reichardt, j'ai 29 ans et j'ai fondé Breeze, dont la mission est d'accompagner les PME à optimiser leur processus et à travailler plus efficacement, notamment à travers l'utilisation d'outils numériques efficaces. Et il y a un outil en particulier sur lequel je me suis spécialisée, qui est Notion, qui est un outil américain de collaboration et de gestion de projet. Et quand tu dis Breeze, c'est plutôt le froid ou c'est plutôt la respiration ? Alors, Breeze, c'est un mix entre... Aucun des deux. Si, tout à fait. Donc, Breeze, donc le rappel à Breeze, respirer. Breeze, le petit vent frais de renouveau. Et il y a également le mot easy, qui est de faciliter, du coup, le quotidien des équipes dans les PME. Alors, c'est quoi une journée type d'Iris ? Alors, donc maintenant, mes journées sont mieux organisée qu'au début, c'est-à-dire que je ne prends plus de rendez-vous le matin, donc je me concentre le matin en fait sur la production, donc vraiment l'implémentation de Notion pour mes clients, et l'après-midi ça va être les rendez-vous clients, donc les statuts hebdomadaires pour avancer sur les projets, et aussi les calls découvertes et autres. Et après, un peu plic-ploc, ça dépend des journées, tout ce qui est production de contenu, réflexion sur ma stratégie et aussi un peu d'administratif. Est-ce que tu as une morning routine ? La douche froide, la méditation ? Non. Non, pas du tout. Donc, c'est pas nécessaire pour faire du bon business. Je pense que tout ne réside pas dans la morning routine. J'ai d'autres manières, je pense, de m'attirer la réussite que la morning routine. Donc, on va faire un zoom sur ton parcours en retournant jusqu'à tes études, jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelles ont été les grandes étapes de ton parcours ? Alors, j'ai fait mes études à l'UCL. J'ai fait un bachelier en sciences économiques et de gestion. Après, j'ai fait un double master à la LSM en gestion et International Management avec le programme SEMS. Et après, j'ai fait le parcours un peu classique où je suis allée bosser en consultance dans un des Big Four pendant 2 ans et demi en technologie, dans le département technologie. Et donc là, j'ai travaillé beaucoup avec des grands groupes, des institutions européennes. Et je trouvais que ça manquait un petit peu d'impact. Je voulais travailler en fait avec des plus petites structures. Et donc là, j'ai décidé de rejoindre une start-up qui était en fait une agence no-code vraiment pionnier en France et en Belgique dans ce secteur du no-code. Et j'ai rejoint cette start-up comme premier employé. Et je suis restée 2 ans et demi. On est monté jusqu'à 15 personnes. Donc voilà, là, c'était vraiment, on va dire, les prémices de l'entrepreneuriat pour moi. Et après ça, je me suis lancée... j'ai lancé mon business du coup il y a 1 an et demi. Parce que l'activité de la start-up s'est arrêtée, donc là tu t'es dit je vais démarrer. Quoi. Donc ça a été un peu poussé dans le dos pour le lancement de l'activité. Oui. T'as pas quitté, ça n'a pas été un choix de quitter. Non, mais je savais que le jour où
ce métier, voire ce job allait se terminer, que ce soit volontaire ou pas, je savais que je ne retournerais plus jamais dans le salariat. Justement, parlons du salariat. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, cette partie salariat, cette transition entre les études et l'entrepreneuriat? Alors, je ne regrette pas du tout et je pense que c'est tout à fait capital dans mon parcours, surtout en passant par un Big Four où c'est quand même, voilà, on peut en dire beaucoup de choses, mais c'est quand même très formateur. Ça m'a vraiment permis de comprendre les organisations complexes, comprendre les processus, comprendre aussi un peu la politique dans les entreprises. Et donc, ce parcours dans le salariat faisait tout à fait sens pour aller après dans l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que je me reconnaissais plus vraiment dans le job de salarié. J'avais l'impression de ne pas vraiment pouvoir me révéler à 100%. J'avais pas l'impression d'être à 100% de mes capacités. J'avais vraiment envie d'avoir cette liberté d'entreprendre, de créer, de prendre des décisions stratégiques qui m'impactent directement. Et aussi, bien sûr, cette liberté d'organiser un peu ses journées et sa vie comme on le veut. Je pense que c'est quelque chose que les nouvelles générations recherchent beaucoup. Et donc, je pense que dans un certain sens, je suis allée chercher ça aussi. Tu m'as expliqué un peu en off que au départ, quand tu as fait des études, c'était quand même dans l'objectif de travailler dans une boîte et de monter les échelons. Donc, ça a changé en cours de route. Est-ce que tu dirais que pour l'entrepreneuriat, les études, c'est quelque chose vraiment d'essentiel? Ou est-ce qu'on peut démarrer l'entrepreneuriat from scratch sans forcément avoir fait d'études poussées? Toi qui en as fait, justement. Honnêtement, j'arrive pas à me prononcer là-dessus. On lit beaucoup de choses à ce sujet. Je mettrais pas les études à la poubelle. Je pense que ça peut vraiment, ça peut permettre de s'intéresser aussi à beaucoup de choses, de comprendre beaucoup, surtout les études de gestion. Il y a énormément de disciplines. Ça permet de comprendre vraiment un peu tout un panel de compétences dans une entreprise. Maintenant, aujourd'hui, on peut vraiment apprendre énormément de choses en ligne et donc ça me surprend pas, c'est pas impossible selon moi de pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, on en voit, il y en a qui ont 16, 17, 18 ans, qui quittent l'école et qui se lancent. Mais je dirais pas que les études ne servent à rien. Et dans mon cas, je suis persuadée que ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais très bien mon boulot, c'est aussi mon expérience en entreprise. Pour les jeunes qui nous écoutent, voilà, conseil. Justement, en parlant de conseils... N'abandonnez pas. Oui, c'est vrai, c'est un peu une tendance aujourd'hui de dire, il y a des jeunes qui disent, je vais arrêter mes études parce que Steve Jobs n'en a pas fait, il a réussi. Voilà. C'est un peu, il y a un peu un mouvement qui va un peu dans ce sens-là, qui n'est peut-être pas le bon conseil non plus. Donc, parlant de conseils, justement, quel conseil Iris d'aujourd'hui donnerait à Iris à 18 ans? Wow. Si tu pouvais glisser un petit mot à l'oreille. Ouais, j'en ai. En fait, moi, quand j'ai fait mes études, je me suis beaucoup acharnée. Je travaillais beaucoup, j'étudiais beaucoup, j'écrivais des synthèses. Je faisais beaucoup de compromis aussi sur une partie de ma vie sociale pour vraiment réussir. Et c'est vrai qu'à certains moments, je me demandais... est-ce que c'est vraiment utile en fait? Est-ce que c'est si important que ça d'avoir des bonnes notes? Est-ce qu'en fait je pourrais pas juste réussir mes études tout juste? Et je me suis longtemps posé la question, mais je pense que c'est ce qui m'a forgée aussi, et ça m'a appris le travail, la discipline, et ça m'a aussi appris à être résiliente. Ça m'a appris à aller aussi un peu à l'encontre de la pression qu'on peut recevoir des autres et être vraiment focus sur mon objectif. Et quoi qu'on en dise, je suis restée concentrée là-dessus. Et je pense que c'est quand même des compétences assez importantes aussi dans l'entrepreneuriat, pouvoir suivre ses convictions sans faire attention spécialement au jugement des autres. On parlait de ton parcours. Est-ce qu'il y a un moment de ton parcours qui a été game changer? C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après? Je dirais que ça s'est passé assez tôt en fait. Donc, tu disais tout à l'heure que
que mon ambition, c'était de grandir dans les grosses boîtes. Donc effectivement, hein, moi, je me voyais vraiment évoluer dans le monde corporate. Je voulais être, tu vois... CEO d'une grosse boîte. Ouais, je voulais être Dominique Leroy ou Sheryl Sandberg. Vraiment, j'idolâtrais un peu ces personnes-là. Et en fait, très vite, en commençant dans le monde corporate, je me suis vite rendu compte, j'ai assez vite déchanté en fait. Donc, le déclic est venu assez rapidement où je me suis dit, ok, en fait, ça, c'est pas fait pour moi. Je savais pas encore spécialement que j'allais monter ma boîte, mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai su qu'il y avait autre chose à faire. Et notamment, ce qui m'a vite frappée, c'est de voir un peu toutes les personnes autour de moi, tous les employés qui sont un peu dans une espèce de routine métro, boulot, dodo. Enfin, c'est pas tellement la routine, mais c'est plus de pas vraiment se poser la question de est-ce que ce que je fais, ça a du sens pour moi ? Est-ce que le soir, je me couche et je suis satisfaite ? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir eu un impact ? Et on voit beaucoup de personnes y aller un peu, on va dire, avec des œillères et juste réfléchir à l'évolution, le statut, le CV. Et ça m'a assez vite frappée. C'est un peu la rat race. Exactement. On a l'impression parfois qu'il y a des gens qui vont travailler limite 11 mois dans cette roue pour finalement se payer des vacances de rêve, effectivement. Mais c'est peut-être un peu dommage de sacrifier 11 mois pour un mois de plaisir. Maintenant, chacun sa vision et chacun s'y retrouve là-dedans. Mais c'est vrai que s'il ne s'y retrouve pas, c'est un peu dommage. C'est ça. Je juge absolument pas, mais c'est vrai que je constatais que certaines personnes manquaient clairement elles n'étaient pas épanouies. Et pourtant, il y en a certaines de ces personnes qui sont toujours là aujourd'hui. Il y a beaucoup de burn-out aujourd'hui. C'est une des causes du burn-out. Donc, comment est-ce que tes proches ont réagi lorsque tu as décidé de te lancer et de devenir entrepreneur ? À ce moment-là, ça s'est plutôt bien passé. Je dirais que le move le plus difficile, entre guillemets, à accepter par mes proches, c'était plus le move de quitter... le Big Four vers une start-up. Quitter le Big Four pour aller dans une start-up dont j'étais la première employée, dont le fondateur était un mec qui avait mon âge, qui n'avait pas spécialement une grosse carrière entrepreneuriale. Ça, je dirais que c'était le move qui a fait le plus peur parce que je quittais la sécurité. Bien sûr que j'ai diminué de salaire, de confort, évidemment. Et donc, je dirais que c'était plus ça, le move qui a un peu fait paniquer ma famille. Mais après, une fois que j'étais dedans, une fois qu'ils ont... En plus, après ça, j'ai aussi commencé à entreprendre un petit peu sur le côté avec des side projects. Donc, je pense que ma famille a aussi, en fait, compris que j'étais faite pour ça ou qu'en tout cas, je voulais aller vers ça. Et donc, quand après, j'ai monté ma boîte, en fait, là, c'était plus une évidence et pas eu de réaction particulière. Tu es issu d'un milieu entrepreneurial ou pas du tout ? Alors, mes parents étaient tous les deux entrepreneurs, mais quand j'étais très très jeune. Mais après, pour diverses raisons, ils sont retournés dans le salariat, je dirais, depuis que j'ai 10 ans. Donc, j'ai pas spécialement baigné là-dedans, mais je me demande quand même si ça... Je pense qu'ils sont entrepreneurs dans l'âme, mais c'est juste que les choses ont fait que, voilà, ils n'ont pas poursuivi certaines choses, mais peut-être que ça a joué un peu sur ce mindset. Ta carrière est à son début, tu es encore une jeune entrepreneuse. Oui. Est-ce que tu as déjà connu un échec particulier qui était très formateur pour toi ? Pour l'instant, non. Mais j'espère que je ferai face à des échecs parce que c'est ça qui fait évoluer aussi. Donc, c'est ce qu'on dit souvent. Effectivement, on apprend plus évidemment d'un échec que d'une réussite où là, ça a marché. On n'apprend pas grand-chose. Ouais, exactement. Donc, j'attends les échecs avec impatience. Une autre caractéristique et compétence des entrepreneurs, c'est la prise de décision, puisque forcément, ça a beaucoup d'impact. Beaucoup plus d'impact. Est-ce qu'il y en a une en particulier aussi que tu as prise, qui est une prise de décision difficile, mais qui a été aussi formatrice ? Je dirais peut-être 2. Alors, il y en a une, c'est plus une décision stratégique qui a tout simplement été en fait mon choix d'acquisition. Donc, j'ai choisi de m'exprimer sur les réseaux et de poster sur les réseaux sociaux. C'est quand même une décision parce qu'il faut aussi accepter de se montrer, de s'exposer.
Et c'est pas spécialement facile. Et donc ça, je regrette absolument pas de l'avoir prise. Et deuxième décision que j'ai prise cette année, qui est de me faire accompagner par un coach. C'est aussi un investissement en temps et en argent. Mais je pense que c'est essentiel pour pouvoir justement sortir un peu de sa zone de confort, bon, même si on n'est jamais vraiment dans le confort dans l'entrepreneuriat, mais en tout cas peut-être abaisser certaines croyances limitantes, certaines barrières et aller encore un step plus loin dans le business. Et donc si tu pouvais luncher avec une personnalité vivante ou décédée de ton choix, qui inviterais-tu? Naval Ravikant. Ça me paraît un peu improbable de pouvoir... Ah non, mais là, c'était tout est possible. Hein, dans une personnalité, tout est possible. Oui, effectivement. Je pense que ça pourrait être très inspirant, mais je me sentirais toute petite de luncher avec lui. Naval Ravikant, qui est un entrepreneur d'origine indienne, américain, très, très, très connu, qui a créé Angelis, je crois. Exactement, oui. Tout à fait. Et son livre, c'est vraiment un condensé de toutes ses pensées. Oui, c'est des tweets, hein. Je pense que c'est un compile de tweets. Exactement. Et c'est assez impactant de lire chaque page de ce livre. Ouais. Donc on le garde lui pour le lunch. Alors, allez, je veux bien aller luncher avec lui, si tu arrives à me... Si nous écoute. Comment fais-tu pour rester motivé et inspiré au quotidien, malgré les difficultés évidemment inévitables qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat? Je pense que ce qui fonctionne pour moi, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre mon business et le reste de ma vie, à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Déjà, je suis maman d'un enfant de 2 ans et demi. Donc, voilà, ça me permet aussi de couper mes journées, de pas faire que ça, de pas être tout le temps coincée dans mon business et ne jamais en sortir. Et en dehors de ça, je fais beaucoup de sport. Et je pense que le sport permet vraiment de régénérer un peu le cerveau, de faire naître aussi des idées. On dit souvent que c'est dans le mouvement que la créativité dans le cerveau travaille. Et je pense que ça, pour moi, ça marche vraiment bien. Ça me permet vraiment de séparer vraiment... Enfin, pas de séparer, mais de pouvoir... quand je suis en train de travailler, je suis à fond. Parce qu'après, je sais que je vais aller faire aussi autre chose qui m'excite tout autant, mais qui est autre chose que travailler sur mon business. Donc ça, je dirais que ça m'aide. C'est important, oui. Et donc tu as fait, ça c'est quand même assez exceptionnel, tu me disais que tu as fait 100% de tes clients aujourd'hui via la production de contenu, c'est quand même assez rare. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je suis sûr que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs qui produisent du contenu et qui n'ont pas forcément la chance d'avoir les clients qui se bousculent. Alors, donne-nous des tuyaux. Ouais, j'ai pas du tout la recette magique. Je ne suis pas coach LinkedIn. Je suis clairement pas la personne qui écrit les meilleurs posts ou les posts les plus rapidement. Mais c'est vrai que j'ai commencé directement à publier du contenu. Je pense que ce qui marche vraiment bien, c'est de trouver un peu sa tonalité, enfin son ton, sa manière de parler. Je pense qu'il faut rester soi-même aussi et parler comme on est, parce que quand on essaie de jouer un personnage, je pense que ça fonctionne pas aussi bien que quand on est juste soi-même. C'est aussi oser, essayer de pas être trop plat, pas trop politiquement correct, essayer de choquer personne. Enfin, je pense qu'il faut aussi pouvoir assumer et affirmer qui on est, parce qu'au final, les personnes qui travaillent avec nous, elles sont pas seulement à la recherche de... Enfin, ça c'est vraiment ma croyance, sont pas seulement à la recherche de compétences. Au final, la personne, elle veut travailler avec moi. Pas juste parce que je sais implémenter des espaces Notion. Pas du tout, je pense. Donc, je pense que c'est important de pouvoir se dévoiler, mais ça passe par s'exposer un petit peu, parler un peu de soi pour que les personnes comprennent qui on est vraiment. Après, c'est beaucoup de temps passé, c'est de la discipline que je n'ai pas toujours. J'essaye encore de la chercher pour pouvoir vraiment publier sans jamais m'arrêter.
Et puis créer un système, tout simplement, pour faciliter la production de contenu. Est-ce que tu as justement un funnel de vente derrière ou pas forcément? Après, pas de système, est-ce que non. le but c'est de collecter des leads avec des gens qui te suivent en te disant tiens, j'ai X personnes qui me suivent, ça me génère X prospects qui me génèrent X clients? Non, pour l'instant même pas. Oui. Non, quand je disais créer un système, c'est vraiment créer un système pour la production de contenu pour que ça prenne le moins de temps possible. Donc évidemment, moi j'ai construit un système sur Notion, mais bon, l'idée c'est de pouvoir sauvegarder des contenus qui nous inspirent, qui pourraient potentiellement servir à écrire mes propres posts. C'est pouvoir noter dès que possible, super facilement, dès que j'ai une idée d'un post, pouvoir l'enregistrer directement dans une base de données. Et puis après, faire progresser mes contenus d'étape par étape. Et puis aussi, j'ai un outil qui me permet de publier automatiquement mes posts de Notion à LinkedIn sans devoir aller copier-coller le post sur LinkedIn, changer les mots en gras. Enfin, je sais pas si ça parle à certaines personnes, mais je pense que oui. Donc voilà, c'est tout ça pour essayer de minimiser le temps passé. Et tu me disais, tu as écouté le podcast de David Lachet qu'on salue. Donc tu me disais, sur la question que je lui avais posée sur le côté influpreneur, que toi, tu n'étais pas forcément d'accord avec lui par rapport à ça. Quel est ton avis sur l'influpreneuriat qui est en train quand même d'inonder très fort les réseaux aujourd'hui? Je pense qu'il y a de tout et de rien. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de se lancer là-dedans, croyant que ça va être de l'argent facile ou c'est des personnes qui sont plutôt à la recherche de la fame. Et ça, je pense que c'est clairement la dérive de ce que le monde nous offre aujourd'hui. Mais dans ce lot-là, il y a vraiment des personnes qui sont authentiques, qui sont très douées en business, qui ont réussi à créer des produits qui ont énormément de valeur et qui apportent de la valeur à toute une série de personnes. Et donc, et à la fois, je pense que ça... On parlait tout à l'heure des études. Est-ce qu'on peut réussir dans l'entrepreneuriat sans faire d'études ? Je pense que cette montée-là de l'influpreneuriat, comme tu en parles, permet aussi de donner accès à toute une série de connaissances à une grande partie de la population. Mais c'est vrai qu'il faut faire le tri. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de donner l'image à des jeunes qui démarrent, ou des étudiants, que c'est facile? Est-ce que ce n'est pas un risque, malheureusement, et qu'ils pourraient dire, alors, comme on le disait tout à l'heure, j'arrête mes études, c'est facile, moi je vais me lancer, je vais lancer mon business, ce qui n'est pas forcément facile non plus. Oui, tout à fait. Oui, je pense que ce risque est présent, comme il l'est pour les influenceuses sur Instagram, les influenceuses lifestyle. Oui, je pense que ce risque est présent. Et surtout, oui, ça donne l'impression que... Enfin, je pense c'est pas tellement qu'on donne l'impression que c'est facile, mais c'est que n'importe qui peut lancer un business. Alors oui, je pense que n'importe qui, mais peut-être pas avec n'importe quelle compétence. Peut-être que pour monter ton business, il faut d'abord monter en compétences. Il faut être unique, en fait. Il faut vraiment avoir quelque chose à proposer. Naval parle de specific knowledge. Je pense qu'il faut aussi trouver ton specific knowledge pour pouvoir prétendre après à aller vendre une offre qui apporte de la valeur. Ça me fait toujours penser un peu au film Ratatouille, où il dit tout le monde peut devenir cuisinier, qui veut dire, ça veut dire que le cuisinier peut venir de n'importe où, de n'importe quel milieu, de n'importe où, mais c'est pas pour autant que tout le monde, effectivement, peut devenir un bon cuisinier. Je pense que ça peut c'est exactement se transférer à l'entrepreneuriat. Est-ce que parler d'argent, je sais que c'est un sujet aussi qu'on avait un peu abordé, est-ce que parler d'argent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tabou? Oui, c'est tabou. Et pourquoi? Je pense que ça vient de la manière aussi dont notre société est construite. Je pense que gagner de l'argent, ça a quelque chose d'un peu sale ou malsain, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis ou dans les cultures, en tout cas anglophones. Donc oui, c'est un tabou. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui, du coup, en parlent. Et là, c'est pareil, on peut aussi voir un peu tout. On ne sait plus vraiment qui croire.
Comme tu disais, il y a beaucoup d'influenceurs, entre guillemets, qui laissent penser que c'est facile de gagner beaucoup d'argent. Donc, il y a un peu plein de choses qui se mêlent autour du sujet de l'argent. Tu as de plus en plus de coachs en succès, on va dire. Et donc forcément, si tu veux être coach en succès, tu dois montrer que tu es toi-même successful, sinon ça n'a pas de sens. Oui. Et donc, et puis il y a aussi un peu une surenchère aussi, je pense, de dire, voilà, certains, les premiers sont sortis en disant, je gagne X milliers d'euros par mois. Maintenant, on a des dérives, des gens, ils les gagnent peut-être, et tant mieux, mais t'en as qui sortent, qui ont 20 ans et qui disent, on fait le million. On n'y croit pas. Oui, c'est ça. Donc, on arrive quand même à des limites un peu, voilà. Oui, mais je pense que c'est important de parler d'argent et je pense qu'au plus on parle d'argent, au plus tout le monde va pouvoir en gagner plus. Parce qu'en fait, si on ne parle pas d'argent, on n'est pas non plus toujours conscient de ce qui est possible de faire. Alors évidemment, il faut être certain que la personne qui dit qu'elle gagne autant d'argent, que c'est vrai, parce que sinon, c'est pas possible. Mais en tout cas, je pense que même en parler avec son entourage, c'est aussi très tabou, parce que il y a parler d'argent sur les réseaux, mais il y a aussi parler d'argent avec son entourage. Rien que ça, je pense que ça peut permettre en fait d'aller aussi beaucoup plus loin et de se rendre compte, en fait, si lui, il peut facturer autant, il peut gagner autant d'argent, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas le faire à compétences équivalentes, par exemple. Et donc ça, je pense que ça peut être très bénéfique. Est-ce que, au fur et à mesure que le succès de ton activité est apparu au grand jour, est-ce que tu as remarqué un changement d'attitude dans ton entourage proche et ou plus éloigné? Alors, je ne sais pas si c'est lié au succès, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est le succès? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est en tout cas lié à la prise de parole sur les réseaux sociaux. Je pense que ça doit embêter ou titiller certaines personnes, mais plutôt, je dirais, l'entourage éloigné. C'est marrant parce que j'ai l'impression que les personnes qui vont être le plus embêtées, c'est peut-être des personnes qui voudraient le faire mais qui n'osent pas. C'est ça qui mais c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Et pour revenir plutôt sur l'activité en elle-même, donc Notion, c'est quand même une activité particulière. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à se dire je vais devenir experte, spécialiste en Notion? Je ne le savais pas, en tout cas avant de commencer. En fait, je suis montée en compétence sur cet outil quand j'étais encore dans l'agence NoCode dans laquelle je travaillais, qui était le fondateur de cette start-up, était un des premiers en fait, consultants franco-belges sur Notion. Et donc, en fait, en travaillant là, je suis montée en compétence sur l'outil. J'ai commencé à accompagner de plus en plus d'entreprises à implémenter cet outil. Et c'est un outil qui est vraiment en plein essor. Il y a énormément d'entreprises qui veulent aller dessus ou qui sont déjà dessus depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais en fait, c'est un outil qui est pas si facile que l'on pense à prendre en main et à implémenter. Et le problème aussi avec cet outil, c'est que vu qu'il est très populaire, et c'est le problème aussi avec tous les outils qui fonctionnent bien, vu qu'il est très populaire, tout le monde en parle, donc tout le monde veut aller dessus, mais personne ne sait pourquoi. C'est un peu comme l'IA aussi, j'ai l'impression. Aujourd'hui, tout le monde veut faire de l'IA. Exactement. On se demande quoi, effectivement. Exactement. Et donc, en fait, moi, ce que je préfère dans mon travail, c'est pas tellement de dire « Ah, tu veux Notion, mais je vais te mettre Notion ». C'est plutôt creuser « Ok, pourquoi est-ce que tu penses avoir besoin de cet outil? Qu'est-ce que tu essayes d'accomplir? Quels sont les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui en tant qu'équipe? Où est-ce que vous perdez du temps? Où est-ce que vous aimeriez en gagner? Quelle est votre cible au final? À quoi est-ce que vous voulez arriver? » Et donc, en fait, c'est assez stratégique aussi, en fait, comme question. Et seulement quand on a répondu à tout ça, alors on peut commencer à réfléchir aux outils qui vont servir à la stratégie et aux opérations. Je dirais qu'il y a quand même un effet FOMO, alors le fear of missing out, de dire tiens, je dois être sur Notion. Oui. Effectivement, sinon je ne suis pas, mes concurrents y sont. Donc il y a un peu cet effet-là. Oui, je pense. Mais cela dit, je suis convaincue que c'est un outil qui peut servir à toutes les entreprises, ne serait-ce que pour gérer la connaissance, les documents et les projets. N'importe quelle entreprise a besoin de ça. Ça permet vraiment de réduire le nombre d'outils utilisés, puisque dans un seul et même outil, on peut faire déjà au moins tout ça
Et ensuite, en fonction justement de la stratégie, des opérations, des processus, on peut inclure encore plus de choses dans l'outil. Notion, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, comme tu dis, puisque toi, derrière, tu vends aussi de l'accompagnement en productivité plus large. Oui, c'est ça. Enfin, en fait, Notion, c'est juste un outil. Mais comme je disais, ce qui est intéressant derrière, c'est d'arriver à comprendre quels sont les processus. Est-ce que vous avez des processus? Est-ce qu'ils sont formalisés? Pourquoi est-ce que vous faites ça de cette manière-là? Parce qu'il y a des entreprises qui font certaines choses depuis 10 ans d'une certaine manière, qui n'est pas du tout productive, et c'est pas tellement une question d'outils, c'est plus une question de réfléchir au sens de ce qu'on fait. Et donc en fait, moi ce qui me plaît, c'est vraiment plus d'accompagner les entreprises sur leurs opérations de manière générale, et pas juste en fait un outil. Et donc en fait, en général, je rentre par là parce que justement les entreprises ont cette FOMO de vouloir aller sur Notion, et une fois que je suis là, je dis ok, maintenant on va juste arrêter de parler on va arrêter de parler Notion, on va juste revenir un tout petit peu en arrière et essayer de voir les choses de manière un peu plus holistique. Et quels seraient les 3, même 4, puisque il y en a une, j'imagine, tu vas utiliser Notion, mais quelles seraient les 4 règles d'or d'Iris pour améliorer sa productivité si on est entrepreneur? Déjà, première chose, réfléchir un peu à ses besoins, faire le point sur ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, donc faire un peu un diagnostic. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème dans mon entreprise, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Donc ça, c'est vraiment identifier les besoins. Et puis après ça, ça va être identifier des solutions. Ça peut être des outils, mais c'est aussi, une fois qu'on a choisi un outil, c'est se créer des systèmes, et après se créer des habitudes et des routines et de la discipline. Voilà. Est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle, tu la vois comme une opportunité ou une menace par rapport à ton activité? Je ne la vois pas comme une menace, puisque comme je le dis, mon activité, je ne souhaite pas en fait me spécialiser sur un outil en particulier, enfin sur Notion en particulier, parce qu'on pourrait se dire oui, si un jour par exemple l'IA permet de dire tu vois, d'écrire un prompt et de dire crée-moi un espace Notion pour ceci ou cela, mais en fait comme je disais, moi c'est pas vraiment ça le cœur de mon métier, c'est plus réfléchir comme je le disais, à la stratégie de l'entreprise, les opérations, et je pense pas que demain l'IA puisse faire ce travail-là à ma place. Mais par contre, oui, c'est une opportunité dans le sens où l'IA peut être un support pour mettre en place ces opérations-là. Mais par contre, je ne souhaite pas, moi, me spécialiser en IA, parce que je trouve que c'est une expertise, en fait. C'est une expertise en particulier. Moi, je ne suis pas sur cette expertise-là. Il y a des personnes qui le font très bien, et donc je pense que à terme, je vais certainement m'entourer de personnes expertes en IA. Je trouve ça très vague de dire experte en IA. Surtout ça, c'est récent quand même. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'ai l'impression que pour l'instant, on est encore fort dans une phase de test. Et donc, tout le monde teste encore plein de choses, mais on n'est pas encore dans vraiment de quelque chose de très stable, où on peut vraiment avoir des solutions préconisées pour tel besoin. Enfin, c'est encore un peu trop dans la découverte à mon goût. Pour moi, en tout cas, commencer à l'implémenter pour mes clients. Oui. Pour la boutade, je me méfie plus des experts en IA qui étaient experts en crypto il y a quelques mois que les autres. Un sujet qui te tient à cœur, qui te tenait à cœur de parler, c'est de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, parce que toi, tu me disais que tu n'as pas rencontré forcément de difficultés par rapport au fait d'être une femme dans le milieu entrepreneurial, et que tu avais un message plutôt à faire passer par rapport à ça. Oui. Vas-y, fais passer ton message. C'est le moment où je fais passer mon message. Effectivement, on voit beaucoup de femmes se plaindre de leurs conditions dans l'entrepreneuriat, mais j'ai tendance à penser que on est responsable aussi de la posture dans laquelle on se met,
et on est peut-être responsable de la manière dont les gens nous répondent aussi. Pour des raisons d'histoire et de passé de notre société, je conçois tout à fait que les femmes manquent de confiance en elles. Hein. On ne va pas revenir sur ça. Mais par contre, je pense aussi qu'il y a des hommes qui manquent de confiance en eux. Clairement. Mais moi, comme je l'expliquais la dernière fois, je trouve que en fait, les hommes sont très inspirants aussi parce que même s'ils n'ont pas confiance en eux, de manière générale, ils vont quand même montrer ou prétendre avoir confiance en eux. Et c'est ça, en fait, qui attire la réussite. On peut, par exemple, parler de cette statistique qui dit que les femmes, par exemple, ont plus de mal à obtenir un financement à la banque que les hommes. Mais à mon sens, c'est plus une question de confiance. Si un homme arrive devant un investisseur en étant à moitié convaincu de son projet, parce que voilà, il n'ose pas trop, il a un peu le syndrome de l'imposteur, il n'ose pas trop s'affirmer, il ne va pas obtenir le financement non plus. Et je pense qu'en fait, la femme se met dans cette position-là. Moi, j'ai toujours été entourée de beaucoup d'hommes. Enfin, pendant mes études, je faisais pratiquement tous mes travaux de groupe avec des hommes. Après, je suis arrivée dans un Big Four en technologie. Je pense qu'on était 10% de femmes. Et du coup, c'est vrai que je me suis toujours beaucoup inspirée de la posture qu'il prenait. Aussi peut-être grâce à mon père aussi, je pense, d'avoir un peu ce culot, en fait, que peu de femmes ont. Et juste s'affirmer et faire les choses sans se poser de questions. Et moi, en tout cas, en tant que femme, je n'ai jamais eu un homme, et j'ai travaillé avec beaucoup d'hommes de 50, 60 ans, de toutes les horizons possibles. Et on m'a jamais manqué de respect, on m'a jamais fait passer pour la secrétaire, on m'a jamais... Aujourd'hui, je travaille pratiquement qu'avec des hommes qui sont des dirigeants de PME. Ça m'empêche pas d'être pertinente, mais je pense vraiment que c'est une position dans laquelle, en tant que femme, on se met par défaut. Et qu'en fait, la clé, c'est juste prends ta place, parce que personne ne va te la donner, mais tout comme personne ne va donner la place à un homme qui ne devrait pas l'avoir. C'est une question de mindset finalement, mais j'ai l'impression que la jeune génération, c'est en train de changer aussi cette situation-là, et que je rencontre de plus en plus moi de jeunes entrepreneuses qui ont le même mindset que toi par rapport à ça, et qui entreprennent de manière plus décomplexée que peut-être la génération avant. J'espère. On va croiser les doigts. Oui. Donc on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Le temps passe vite. Hein, Oui. Quels seraient les 3 fondamentaux de la réussite entrepreneuriale pour toi, si tu devais en résumer en 3 points? La prise de risque. Je pense que si on ne prend pas de risque, on se ferme beaucoup de portes. Quand je dis prise de risque, ce n'est pas forcément investir des centaines de milliers d'euros. Enfin, c'est plus la prise de risque au quotidien. Oser prendre la parole, oser augmenter ses tarifs, oser prendre le risque effectivement qu'un prospect nous dise que c'est trop cher. Ok, il faut tester. Donc c'est plus cette petite prise de risque à prendre au quotidien. Après, je dirais la singularité et l'authenticité, parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense que au final, quand on vend un service, je pense que les personnes veulent plus travailler avec une personne qu'avec une machine qui a des compétences. Ouais. Donc en fait, le mieux qu'on a à faire, c'est juste être nous-mêmes et être cette personne unique en quelque sorte, qui fait que des personnes vont vouloir travailler avec nous. Par rapport à ce que tu dis, le temps que tu réfléchis, je me dis, c'est vrai que c'est un peu l'expression qui dit de jouer son rôle à soi, parce que les autres sont déjà pris. Exactement, j'aime beaucoup cette phrase. Ouais. Et peut-être l'humilité et la coachabilité. Donc, oui, le côté apprentissage, finalement, être en apprentissage permanent. Oui, accepter qu'on ne sait pas tout, accepter de pouvoir se remettre en question, accepter de pouvoir se faire coacher par d'autres personnes pour évoluer. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais voulu que je te pose? Je demande ça pour ne pas que tu rentres chez toi frustré. J'aurais voulu parler de ça.
Non, je pense pas. Sinon, moi, j'en ai une petite peut-être. Vas-y. Le côté internationalisation de ton activité, parce que de par le fait, comme tu l'expliquais tout à l'heure, de capter tes clients uniquement via les réseaux sociaux, on sait les réseaux sociaux sont sans frontières et donc tu as plus de clients finalement à l'étranger, en francophonie qu'en Belgique, ce qui est assez marrant aussi. Enfin, je pense que c'est marrant, mais c'est aussi une tendance. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont un peu plus pas dans ton activité, mais en tout cas sur le côté plus sur les réseaux, qui le disent aussi. Finalement, on génère une clientèle assez plutôt éloignée. Oui. Donc effectivement, 80% de mes clients sont français, donc de France. Mais je pense aussi que le marché français est un peu plus ouvert et un peu plus en avance, en tout cas sur les sujets qui touchent aux outils, au no-code. Donc, je crois que c'est pas étonnant aussi que ça... Bon, après, le marché est plus grand aussi, oui, forcément. Mais même, je perçois une différence entre les entreprises françaises et les entreprises belges. Ça pourrait être un conseil aussi de s'ouvrir à l'international. Oui. Est-ce que tu pourrais nommer un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu verrais bien à ta place sur le siège du podcast des entrepreneurs inspirants? Premier nom qui te vient en tête. Je nommerai un ami à moi qui s'appelle Antoine Wouters, qui a fondé Bounce, alors pour les joueurs de tennis et de paddle, il a créé en fait un repressuriseur, j'arrive jamais à dire le mot, vous avez compris, de balles, parce qu'en fait les balles de tennis et de paddle perdent leur pression non pas en jouant mais en restant dans le sac. Et donc, il a créé un tube qui permet de remettre les balles sous pression. Et voilà, je parle de lui parce que c'est assez impressionnant le parcours entrepreneurial qu'il a pour ce projet, mais aussi d'autres projets. Et il est très inspirant. On échangera ses coordonnées. Oui, avec plaisir. Ton actualité, évidemment, où est-ce que les auditeurs qui ont dit, voilà, je peux en savoir plus sur Notion, parce que oui, tu partages des contenus sur ton activité entrepreneuriale, mais quand même beaucoup de contenus aussi sur Notion. Oui, où est-ce qu'on suit ton actualité? LinkedIn, j'imagine, mais pas que? Ou que LinkedIn? Sur LinkedIn, pour l'instant, et j'ai aussi une newsletter que je vais relancer. Pour s'abonner, on fait quoi? On va sur ton site? T'as un site, peut-être? Non, alors juste sur LinkedIn, sur mon profil, il y a le lien de ma newsletter. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Je ne suis pas encore sur Instagram, pas à titre professionnel. Oui. Avis aux auditeurs qui veulent te suivre. Voilà. Un tout grand merci, Iris, pour ton témoignage et ton partage inspirant. Donc, chers abonnés, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le partager avec vos contacts et surtout de vous abonner au podcast. Merci à toi pour l'invitation. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Salut Iris. À bientôt.